Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la réparation de cet instrument, un HP 4140B, qui est un pico-ampèremètre. Alors en réalité, c'est un petit peu plus qu'un pico-ampèremètre, puisqu'il est également constitué de deux sources de tension indépendantes et programmables. Et cet instrument permet, en plus de la fonction de mesure de courant, d'obtenir des tracés qui sont utiles dans la caractérisation de semi-conducteurs, notamment des tracés I de V ou des tracés C de V, qui peuvent par exemple être utilisés pour apprécier la réponse de diodes varicap ou caractériser des semi-conducteurs et particulièrement des transistors à effet de champ MOS. Alors c'est un instrument que j'ai récupéré il y a fort longtemps et dont je ne me suis jamais servi. Et puis au moment de vouloir l'utiliser dans une application pratique de mesure pour caractériser un semi-conducteur de puissance qui aurait vieilli, il se révèle que l'instrument ne fonctionne pas. On est averti dès le démarrage, après un autotest, il y a un message d'erreur qui s'affiche sur l'affichage principal, et en lisant le manuel, on voit que ça correspond à une saturation permanente de l'étage d'entrée. Donc l'instrument fait de l'auto-range et va monter de range en range, et il aura beau monter sur le range le plus grand, la circuiterie de mesure reste saturée. Donc je vous propose donc de suivre les investigations et potentiellement la réparation de cet instrument. Allez, c'est parti! Alors voici ce qu'on obtient à la fin du démarrage de l'instrument, ce fameux message UCL qui traduit une saturation permanente de l'étage pico-ampèremètre d'entrée. Alors hormis ce dysfonctionnement sur le pico-ampèrmètre, le reste de l'instrument reste pleinement fonctionnel, notamment les deux sources de tension programmables VA et VB, qui peuvent être parfaitement opérées depuis l'interface utilisateur et qui génèrent des tensions ici sur les BNC qui sont parfaitement cohérentes avec ce qu'on demande. A priori, le défaut il est donc contenu uniquement à la section pico-ampèrmètre. Donc on va concentrer nos efforts de débogage là-dessus. Alors voici ce que ça donne au niveau de la conception interne, assez classique pour un instrument HP de cette époque. On a bien évidemment à l'arrière tout ce qui est relatif à l'alimentation, donc notamment un énorme transfo 50 Hz, un ventilo et capa de lissage. Et puis sinon, dans les différentes cartes, alors on retrouve toujours le système classique de chez HP, qui est vraiment génial, c'est pour numéroter les cartes, en fait ils reprennent le code couleur des résistances. Et on sait immédiatement quel est le numéro de la carte. Alors évidemment ici il y en a peu, mais dans des instruments beaucoup plus complexes, on a évidemment l'autre côté ici qui change par exemple du noir vers le marron. Et donc au niveau de la construction interne, le premier étage ici c'est un convertisseur courant tension, donc finalement le premier étage du pico-ampèrmètre, suivi après d'un convertisseur analogique numérique. On a ici cette carte A3 qui est le MPU. Oui, il y a un MPU là-dedans, c'est le Microprocessing Unit ou un truc comme ça, pour l'acronyme. On a ici une carte qui gère toutes les entrées-sorties, donc notamment l'affichage par le câble Flatflex qui va vers l'avant, gestion de l'affichage et des interfaces d'entrée-sortie avec le monde extérieur. On a ici cette carte qui gère les sources VA et VB, un générateur de rampe associé aux sources VA et VB, notamment pour les modes CV de l'instrument. Et puis on a un étage, une carte d'alimentation linéaire avec des régulateurs, transistors ballast, condensateurs, tout ce qui va bien. Alors un premier truc que je remarque par inspection visuelle, c'est que on a déjà des condensateurs chimiques qui ont une sale tête au niveau de la carte d'alimentation. Alors même si j'ai pas de raison de croire que notre problème soit spécifiquement porté par un rail d'alim défaillant, je voudrais quand même voir l'étendue des dégâts sur cette carte d'alim, voir s'il y a des condensateurs qui ont malencontreusement relâché leur électrolyte sur la carte. Nous avons au moins deux condensateurs électrolytiques qui ont rendu l'âme, ou qui sont en train de rendre l'âme sur cette carte. Globalement, pas de destruction sur le circuit imprimé, donc je dirais que j'arrive à temps, avant que les dégâts soient beaucoup plus étendus. Donc évidemment, il faudra procéder au remplacement de ces condensateurs pour préserver l'instrument. On va également tester les rails d'alim pour voir si évidemment l'un d'entre eux n'est pas manquant, qui pourrait potentiellement expliquer un étage d'entrée défectueux évidemment. Je pense qu'on va commencer par ça. Pour effectuer cette inspection de la circuiterie d'alimentation, quoi de mieux que d'utiliser un multimètre portable. On a la chance d'avoir accessible directement en haut de cette carte tout un ensemble
de points de test sur lequel on va pouvoir venir observer la tension continue et la tension AC, si éventuellement on a un ripple anormal lié à des condensateurs électrolytiques fatigués. Il s'avère que tout est bon, particulièrement bon sur les Ridalim isolés qui servent précisément à alimenter le convertisseur I2V et le convertisseur analogique numérique. Finalement, les deux condensateurs d'aspect non conforme qu'on a observés ensemble, c'est C9 et C15, qui sont des condensateurs qui appartiennent au Ridalim moins 120 volts qui est exploité par les générateurs de tension VA et VB, qui sont des sources de tension programmables, je vous le rappelle, disponibles en face avant de l'instrument. Donc a priori, rien à voir avec la section picoampère-mètre. Évidemment, ça ne me dispensera pas de changer ces condensateurs le plus rapidement possible. Un mot concernant la stratégie que je vais adopter pour débugger cet instrument. On sait qu'on a affaire à une détection de saturation. C'est-à-dire que l'instrument, même en allant sur le range le plus haut de la section picoampère-mètre, détecte toujours une saturation, comme si on venait exciter l'entrée de l'instrument avec un courant trop important. Donc ça, évidemment, ça n'est pas le cas, hein, on ne relie rien de particulier sur l'entrée de l'instrument. La stratégie pour ce genre de problème, eh ben, elle est de se balader sur les différentes sorties des différents étages et de voir si l'une présente une tension ou un courant, ça dépend de la grandeur qu'on cherche à évaluer, en l'occurrence ce sera plutôt des tensions ici. Est-ce qu'on a une tension qui est anormalement élevée pour un instrument sur lequel on n'applique rien? Donc je vais commencer par faire cette démarche sur le convertisseur courant tension, qui est finalement l'étage, je dirais, le plus exposé de l'instrument. C'est-à-dire, on peut imaginer si quelqu'un est un petit peu trop enthousiaste à l'idée de faire des mesures avec cet instrument, va se pointer avec un signal de test un petit peu trop fort pour l'instrument, ce qui aura pour effet d'éclater le front-end analogique de cette carte. Donc évidemment, je vais commencer par cet étage qui est celui en première ligne face à l'utilisateur final de l'instrument. Et puis on balayera comme ça jusqu'à remonter finalement à la frontière entre l'analogique et le numérique, si c'est nécessaire. Alors voici la section conversion courant-tension, qui est quand même extrêmement bien conçue, il faut le dire, c'est-à-dire que tout le bloc sort d'une seule traite, on a simplement 3 vis à tomber, donc les 2 vis de maintien dans le châssis, et puis une vis sur la face avant, juste à côté du connecteur triaxial. Ouais, c'est pas du BNC classique, hein, c'est vraiment du triaxe. Vous le voyez d'ailleurs, il y a 3 points d'ancrage pour le BNC, et puis à l'intérieur, on voit qu'il y a aussi un espèce d'anneau de garde autour de l'âme centrale. C'est quand même vraiment bien conçu, ça sort en 2 secondes. Je vous propose de commencer par une inspection, parce que je pense qu'il y a des choses assez jolies là, sous cette boîte. Et puis après, on essaiera déjà de voir par inspection visuelle s'il y a quelque chose de choquant. Et puis après, on adoptera la stratégie que je vous disais, c'est-à-dire le mettre dans l'instrument, alimenter, et voir si déjà la sortie de cet étage est en saturation ou non. Alors voici ce qui se cache. On a ici principalement des résistances qui sont nos résistances de sélection de range. Et vous voyez qu'on a des résistances de valeur extrêmement élevées. Ici, on a du 99 gigaohms. Et puis, on a également une autre curiosité que sont les relais rides. On a ici dans des ampoules en verre des contacts avec des petites lames. En fait, un relais ride, c'est constitué d'une part de ces contacts bilames qui sont hermétiquement scellés dans une ampoule de verre, et puis d'autre part, de bobines qui permettent d'actionner ces contacts bilames. Et c'est précisément ce qu'on retrouve sous la carte avec les fils de commande de chacune de ces 3 bobines correspondant aux 3 relais rides qui sont placés juste au-dessus. Par inspection visuelle, je remarque rien d'anormal, pas de choses explosées. Je vais effectuer un rapide contrôle d'impédance sur les diodes varicap et les transistors à effet de champ qui sont situés directement dans l'étage d'entrée pour voir s'il n'y a pas un truc du style shorté, par exemple. Puis sinon, on mettra la carte dans l'instrument et on ira voir via le point de test qui est situé juste au-dessus, je crois le TP2, on ira observer la sortie de cet étage pour voir si il est en régime de saturation.
Ok, alors là l'instrument est sous tension, nous affiche toujours le message de dépassement de range ou de saturation. Et puis cette fois-ci, eh ben, un fait intéressant, il semblerait que ça ne soit pas le front-end, donc le convertisseur courant-tension, qui sature, puisque je suis allé me brancher sur le composant qui allait bien pour choper la sortie de cet étage. Et a priori, il n'y a rien d'anormal, là c'est censé être déjà une grandeur sous forme de tension. Et puis bah, j'ai rien de choquant. Hein. Pour une chaîne analogique qui est alimentée entre plus 15 et moins 15, j'ai a priori rien d'alarmant, que ce soit en AC ou en DC. Donc je vais aller comme ça me balader sur les différents points de test maintenant de la partie convertisseur analogique numérique pour voir à quel moment eh bien, est-ce qu'on a une saturation. Ok, alors je viens de parcourir tous les étages de la chaîne d'acquisition analogique sans trouver la moindre saturation. Donc j'en arrive au point où je soupçonne le système de détection de saturation lui-même qui déclencherait un faux positif et que donc m'enverrait l'instrument en faute alors que finalement il n'y a pas de vraie raison, il n'y a pas de réelle saturation. Donc on va aller inspecter la partie détection de saturation. Allez, c'est parti. Voici le schéma de la carte A2, donc la section dédiée à la conversion analogique numérique au sein de ce picoampère-mètre. Je vous propose de prendre un moment pour comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement de cette carte. Alors on retrouve en bas à gauche ici l'entrée de l'étage précédent, à savoir le convertisseur courant-tension. Et puis on va traverser tout un ensemble d'amplificateurs et vous retrouvez ici les points de test sur lesquels je suis venu effectuer des mesures de tension afin de vérifier s'il y avait présence d'une réelle saturation. Alors la conversion analogique numérique, elle s'effectue d'une façon un petit peu détournée, puisque pour effectuer cette conversion donc analogique vers numérique, on fait appel à un convertisseur numérique vers analogique, qui va générer un signal de rampe, et ce signal de rampe sera ensuite comparé à l'aide d'un comparateur numérique par rapport au signal que l'on souhaite numériser. Et c'est donc la sortie de ce comparateur qui est ensuite envoyée vers le MPU, donc la partie processeur numérique. Au niveau de cette carte, une information utile, c'est qu'elle communique avec le reste de l'instrument via une liaison série. C'est ce qu'on a ici, une liaison série isolée. On a ici 4 photocoupleurs. On en a 3 qui vont dans le sens MPU vers carte A2 et on en a un pour aller dans le sens carte A2 vers MPU. Et notamment, vous voyez que ce photocoupleur, il est dédié à la fois à la sortie du comparateur, donc comp out ici le point de test 7, mais également à ce petit bout de circuit ici. Et ce petit bout de circuit ici, alors il y a une petite coquille dans le manuel de service, puisque ce fil ici ne va nulle part, mais en réalité, ce fil correspond au signal SAT bar, donc saturation bar. Ils ont pas remis la légende ici du signal, mais moi je l'ai fait sonner au multimètre, et je sais que la broche 5 de U1 est réellement reliée ici à la sortie de ces amplificateurs U24 pour le détecteur de saturation. Et donc j'en arrive finalement ici à soupçonner le bon fonctionnement du détecteur de saturation. Donc on va s'intéresser dans la suite du debug à vérifier que U23 et U24 ont des états cohérents, et puis que la sortie ici de U1, qui est un multivibrateur astable, est également cohérente, de même que l'état des portes logiques, afin de s'assurer ici que ces transistors ne vont pas tirer à l'état bas lorsqu'on souhaite consulter l'état de saturation de l'état. D'ailleurs, le signal SAT-check ici est activé lorsque le processeur désire vérifier s'il y a une saturation, d'où le nom du signal SAT-check. Donc je rentrerai pas plus dans le détail, mais en gros ce sont des registres à décalage qui vont nous faire une conversion série vers parallèle pour aller se charger dans différents registres, et notamment 3 registres ici qui vont contenir les 12 bits du convertisseur. Donc je vous propose de concentrer nos efforts finalement sur U24, U23, U1, U5, U12, en gros tout ce qui fait la détection de saturation. Alors j'ai poursuivi mon debug avec le schéma bien en tête, et mes soupçons se concentrent sur U1. C'est un multivibrateur astable qui selon moi est présent pour rajouter une fonction mémoire de l'état de saturation de l'instrument.
C'est-à-dire que lorsqu'il détecte une saturation, eh bien cet état de saturation est maintenu pendant une durée minimale. À mon avis, afin de garantir que cet état de saturation est vu par le processeur, puisque vous l'aurez compris, au vu de la nature du fonctionnement de la communication série entre l'unité conversion analogique numérique et MPU, eh ben, on a besoin de garantir un certain temps de maintien de l'information pour que le CPU puisse le voir au cours de son cycle de balayage. Bref, tout ça pour vous dire que si on se place sur la broche 6 de ce circuit intégré, eh bien, c'est sa sortie. Et puis sa sortie, elle est ici de 1 volt, ce qui, selon moi, est un petit peu curieux, puisque je suis censé vraiment avoir soit du 0, soit du 12, et non pas cette espèce de 1 qui est bizarre. Je considère que c'est suffisamment anormal pour aller inspecter de plus près ce qui se passe sur ce circuit intégré, voire peut-être même, dès à présent, le dessouder. Alors, vu que j'avais des doutes sur le multivibrateur astable, je l'ai monté sur une plaque de prototypage en mettant autour le strict minimum pour vérifier la fonctionnalité du circuit. Et il s'avère que j'avais tort, puisque ce dernier est parfaitement fonctionnel, en tout cas dans les grandes lignes. Ses sorties fonctionnent. Donc j'en viens à soupçonner finalement la porte logique qui était juste après. Est-ce que les entrées de cette porte logique ne seraient pas cramées et entreraient en conflit avec la sortie de ce multivibrateur astable? C'est ce qu'on va vérifier. Alors là, sur la carte, j'ai mis un support de circuit intégré à la place du multivibrateur astable. Ça me permettra, si jamais il faut le remplacer, de pas trop faire d'opérations de soudure, des soudures sur la carte. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va faire la même opération finalement sur U5, qui est cette puce-là, la porte logique. On va l'extraire, remplacer par un support, et puis on va la caractériser toute seule pour vérifier si elle fonctionne correctement. Comme pour le composant précédent, eh bien, il est monté sur une plaque de prototypage. J'étais parti pour faire un setup de test un petit peu élaboré, notamment avec des diodes électroluminescentes et des buffers, etc. Et des boutons poussoirs aussi, pour pouvoir exciter les entrées de la porte logique et voir si la fonction combinatoire était correcte. Donc elle me présentait bien un état haut, un état bas en fonction des combinaisons de ces entrées réalisées sur les boutons poussoirs. Mais vous allez voir, j'ai vite compris que j'avais pas besoin d'aller jusque là pour montrer que la porte logique avait très certainement un problème, puisque je vais l'alimenter, par cette alimentation HP. Et puis la tension qui va apparaître sur le multimètre, c'est la tension présente sur l'une des entrées, j'insiste sur l'une des entrées de la porte logique. Allez, j'alimente. Et vous voyez qu'on mesure un truc absolument délirant, 7,5 volts, 6,2 volts. Alors je précise que pour la porte logique que je suis en train de caractériser, alors c'est une quadruple porte logique, j'ai bien pris soin de mettre des résistances de tirage d'une dizaine de kiloohms sur ses entrées et également sur sa sortie, sachant que je n'excède pas la sortance du circuit imprimé, que ce soit en sync ou en source. Avec une résistance de 10 kg, je risque pas grand chose sous 12 volts. En plus, je mets du tirage à l'état bas sur ses entrées. Et malgré ça, je me retrouve avec une tension qui, en plus, au cours du temps, va diminuer. On est parti de 6, on est à 1,3. Et ça, c'est absolument pas normal, puisque normalement, les entrées d'une porte logique, c'est plutôt la grille d'un MOS qu'autre chose. C'est confirmé par la datasheet, on a le diagramme équivalent de la porte, et a priori, j'ai pas de raison d'avoir une tension comme ça, sporadique, sur ces entrées. Donc, ça me conforte quand même dans l'idée que cette porte logique, elle a un petit peu pris son tarif, ou elle est morte. J'avoue, c'est pas courant, selon mon expérience, c'est pas courant d'avoir des portes logiques comme ça qui meurent dans leur coin. Donc ce que j'espère, c'est que j'en ai une en stock, avec, alors peut-être pas exactement la même série, mais au moins le même pin-out, et surtout pas une 74HC, qui est plutôt du CMOS, qui accepte de travailler à 12 volts, comme c'est le cas sur cette carte électronique. Ok, par la magie du montage, on se retrouve dans le stock, et avec un peu de chance, parmi tous ces circuits intégrés là-dedans, des multiplexeurs, des line drivers, des bascules, des transceivers, tout ce que vous voulez, il y a un monde où, là ou là, dans porte logique, je puisse trouver mon bonheur. Bon, alors c'est rangé, mais pas trop, puisqu'à l'intérieur, c'est en vrac, sur des mousses et compagnie. Donc, il va falloir chercher un petit peu, mais il y a un monde où dans ce bazar, on a une porte logique, quadruple, non et. Allez, c'est parti. Bingo, j'ai trouvé une porte équivalente. Alors, c'est pas exactement la même, puisque celle d'origine, ça en était une de chez Motorola, une MC 14001B, et là, ce que j'avais en stock,
C'est une HEF 401.06 BP. Et en fait, c'est la même fonction. Elle est pin à pin compatible. Elle peut travailler jusqu'à 12 volts. Donc franchement, vu l'usage qui en est fait, j'ai même pas regardé les paramètres de sortance, de vitesse et compagnie. Pour de la logique combinatoire basse vitesse, je me fiche complètement de tous les autres paramètres. Ça ira très bien. On va voir si je me trompe, hein, en la mettant sur la carte, si ça marche ou pas d'ailleurs. Et puis, si ça répare le picot ampèremètre. Et c'est parti. Nouvelle porte logique sur son magnifique support Tulip, prêt pour l'insertion dans le picot ampèremètre. Allez, c'est parti. On croise les doigts. S'il faut, il y a autre chose hein, d'ailleurs. On verra bien. Tac. Allez, instant de vérité. Allez. Ok. Bon, on n'a plus le message d'erreur. Il me fait une lecture sur son range le plus bas, donc du 10-12. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Bon, maintenant reste à savoir si le front-end est pété, ou n'importe quel autre truc qui pourrait empêcher d'avoir une lecture correcte, d'ailleurs, sur ce picot ampèremètre. Donc on va faire un truc très simple. On va utiliser la source intégrée, on va mettre une résistance, imposer une tension, la faire rentrer sur le picot ampèremètre, et on va voir ce qu'il lit. Bon, normalement, lorsqu'on souhaite aller faire des mesures à 10 puissance moins 12 ampères, la bonne pratique, c'est d'utiliser une fixture de test dédiée avec, notamment, des câbles triaxiaux pour minimiser le leakage, etc. Sauf que j'ai la fixture, mais je n'arrive pas à remettre la main sur les câbles triaxiaux, donc impossible de relier correctement le picot ampèremètre. Donc à la place, je vous propose le pire setup de France pour aller faire des mesures faible courant. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a la sortie de la source de tension VB qui arrive sur une plaque de prototypage avec en série 3 résistances de 10 mégaohms, donc 30 mégohms, qui rentrent ensuite sur l'entrée picot ampèremètre. Donc on peut déjà remarquer qu'on a un offset déjà sur la lecture du picot ampèremètre, ce qui est probablement normal vu la pauvreté de mon setup de test. La source VB, elle est configurée pour délivrer 3 volts et je vais activer la sortie de l'instrument. Et on mesure du coup du 100 nanoampères. Donc c'est a priori tout à fait cohérent avec une bonne vieille loi d'Ohm. On arrive bel et bien à 100 nanoampères. Donc en tout cas là, l'instrument semble me faire des lectures qui sont tout à fait cohérentes. Donc c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, pour aller tester l'instrument sur ses autres ranges, une possibilité c'est d'utiliser une véritable source de courant, comme c'est le cas ici avec cette source Advantest R6144, qui est une vraie source de courant ou de tension programmable, donc un instrument absolument génial, hyper précis, top. Et comme ça, on peut s'amuser. Alors, toute proportion gardée dans l'amusement, évidemment, mais on peut aller injecter du courant directement dans le picot ampèremètre et vérifier que l'instrument reste complètement fonctionnel en mesurant la concordance entre les deux instruments. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis vraiment content. Puisque le picot ampèremètre, il a quand même l'air de bien fonctionner. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On peut tenter de descendre aussi plus bas. Je ne sais pas à quel point cet instrument est encore bon, je dirais, d'un point de vue métrologique, hein. D'ailleurs, que ce soit la Advantest ou le picot ampèremètre HP. En tout cas, j'ai pas de lecture complètement déconnante. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais pouvoir m'en servir pour sa finalité initiale, qui est notamment la caractérisation de ce piconducteur. Donc c'est une excellente nouvelle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est vrai que c'était une réparation un petit peu moins compliquée que ce qu'on peut avoir sur la chaîne d'habitude. Mais par contre, ça permet de démontrer une chose, c'est que finalement des instruments comme ce picot ampèremètre HP, que je qualifierais quand même d'instrument top moumoute pour sa fonctionnalité, peut tomber en panne pour des trucs absolument ridicules, comme une pauvre porte logique qui fout en rade un instrument comme ça. Voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!